Et Mathieu Varin du CERFO, ici à Sainte-Foy. Mathieu a une maîtrise de l'Université de Sherbrooke en géomatique et il va nous parler de leurs travaux au CERFO, surtout autour de l'hydrologie, si je me trompe. Des essences. Des essences aussi. Un pointeur ici pour switcher. Okay. Oui, bonjour. Merci, Martin, pour l'invitation. C'est très apprécié. Puis, moi aussi, ça m'a permis de m'habiller propre aujourd'hui. Donc, ça va me permettre de parler des CCTT parce que c'est des organismes très méconnus d'un peu tout le monde et des chercheurs. Et je pense que ça vaut la peine de prendre quelques diapos là pour définir brièvement c'est quoi un CCTT. Alors, je me fais un peu le représentant des CCTT. Ici, il y en a deux présents, là, le CERFO et le CGQ. D'abord, moi, j'ai une formation en géomatique. Je suis accompagné d'un de nos ingénieurs forestiers, Philippe Bournival. Le CGQ, malheureusement, n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est un des deux CCTT. Il y en a 45 au Québec. Et on fait plusieurs projets en collaboration avec eux. Là, on va voir un peu plus tard. Donc, les CCTT, ils font partie d'un réseau Transdec qui regroupe 45 centres collégiales de transfert technologique. Ces centres-là sont indépendamment affiliés à un cégep. Et la particularité ici, c'est qu'on s'occupe de faire de la recherche appliquée. Donc, de la recherche appliquée, mais technique. Donc, je souligne, là, c'est un point important à retenir, dans le fond, c'est que les CCTT font de la recherche appliquée et font des projets avec des partenaires privés. Et habituellement, on va accompagner les partenaires à se servir des méthodes qu'on va concevoir. Donc, pour commencer avec le CGQ, c'est le CCTT affilié au Cégep de Chicoutimi qui principalement là, s'occupe de son expertise, c'est en géomatique en général. Donc, ça va de l'acquisition des données au traitement à l'analyse et à la diffusion également. Dernièrement, depuis quelques années, ils ont développé une expertise très intéressante là, sur l'acquisition de données. Ils ont une foule de capteurs optiques, des capteurs LIDAR aussi, des drones également. Et leur application est très variée, mais ce qui est important ici, c'est l'application en foresterie. Et c'est dans ce cas-là où souvent, mais dans des projets, on va s'affilier. Le CGQ va s'affilier avec notre centre, le CERFO. Donc, le CERFO, c'est le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie, basé à Sainte-Foy, affilié au Cégep de Sainte-Foy. Donc, son expertise, c'est en foresterie. On a plusieurs domaines de recherche. Bon, principalement le domaine en télédétection. Depuis quelques années, on a reçu une subvention pour développer un laboratoire de télédétection, ce qui nous a permis de développer plusieurs projets en télédétection, capteurs optiques, LIDAR, etc. Également, chose très intéressante, c'est qu'on a la possibilité de faire des acquisitions d'images satellitaires pour des projets de recherche. Et aussi, on a participé à la campagne en Outaouais là, d'acquisition de LIDAR du ministère. Puis, particulièrement pour un petit secteur de 350 km², qui était quand même assez grand, on a demandé spécifiquement d'avoir une donnée à 8 points par mètre carré. Donc, ce qui va nous permettre de faire de la recherche, voir un peu aussi la différence entre les deux approches. Donc, juste pour montrer là, une coupe 3D à 2,5 points, j'attire votre attention sur ici l'arbre, ce qui semble être un résineux, un pin. Mais à 2 points, on n'est pas trop certain, mais quand on arrive à 8 points, évidemment, on a beaucoup plus d'informations. Donc, c'est d'informations sur la structure très intéressante. Là. Alors, les axes de recherche du CERFO en télédétection sont assez variés.
Ça va de la foresterie urbaine à plus milieu forestier standard, là. Et les deux principaux dont je vais parler aujourd'hui, je vais montrer un exemple de chaque axe principal. C'est sur la dynamique des milieux humides, donc l'aspect hydrologique avec le LIDAR, et ensuite sur l'identification automatisée des essences forestières à l'aide d'un capteur optique, et aussi de données LIDAR là, en information complémentaire. Donc, le premier projet, c'est sur l'identification, la prédétection des milieux humides avec le LIDAR. Et nous, on s'est limité aux milieux humides de dépression. Donc, on n'a pas touché à l'intensité. On s'est basé vraiment sur le modèle numérique de terrain. Donc, les objectifs, c'était de développer plusieurs produits dérivés du LIDAR. Donc, on a nous-mêmes produit ces applications-là. Puis, ça nous a permis aussi de caractériser certains milieux humides. Et aussi de développer une méthode qui va permettre d'extraire les milieux humides de dépression de façon semi-automatisée sur un grand territoire. Donc, la méthode, mais évidemment, c'est d'identifier ces dépressions-là sur le terrain à partir du modèle numérique de terrain et des analyses hydrologiques. Donc, ici, c'est juste pour montrer là, le genre d'informations qu'on veut extraire, là. On voit une dépression sur le profil LIDAR ici. Puis, c'est ce qu'on veut extraire pour découvrir nos milieux humides de dépression. Donc, ici, juste un exemple là, sur un petit territoire, le modèle numérique de terrain ombré où on voit plusieurs petites dépressions sur le terrain. Donc, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est d'aller caractériser cet environnement-là. On voit tout de suite que certains, avec le modèle numérique de hauteur de canopée, certains endroits où il y a peu de végétation arborescente, surtout de la végétation basse. Donc ça nous donne des indices. Aussi, on peut calculer un indice topographique d'humidité. Tantôt, on en a parlé un petit peu. Ça va nous permettre, avec tous ces critères-là, d'aller extraire nos dépressions. Donc, ici, on a un bel exemple là, de chaque dépression qui a été extraite à partir du modèle numérique de terrain. Aussi, il y a plusieurs critères qui ont été utilisés dans cette modélisation-là. Donc, pour ce qui est de la suite là, de ce projet-là, c'est en fait, il y a une campagne de terrain cet été qui va permettre d'aller valider si les dépressions, mais c'est vraiment des dépressions sur le terrain. C'est quoi la limite? Qu'est-ce qu'on peut aller extraire sur le terrain? Donc, il y a plusieurs critères aussi qu'on a utilisés, qu'on va pouvoir aller valider sur le terrain, essayer de trouver des seuils pour ces critères-là. Il y a une analyse temporelle aussi d'images qu'on a commencé à faire. On a des images Pléiades satellitaires. Donc, on en a deux de l'été 2015, une au printemps, une à l'été. Puis, ça va nous aider à comprendre la dynamique de l'eau aussi parce que ça bouge beaucoup. Il y a un projet avec l'UQAM et l'UCO qui est sur l'ADN environnemental. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Là, c'est qu'ils vont aller prendre des échantillons, des étangs ou des petits milieux humides qu'on est allé identifier. Puis, avec les échantillons d'eau, ils vont être capables de reconstituer toutes les espèces qui ont vécu dans ces étangs-là. Donc ça, c'est très, très intéressant. Pour la suite, évidemment, mais il y a un travail de modélisation hydrologique qu'il va falloir retravailler. Il y a certains problèmes avec les grands milieux humides, surtout l'eau peu profonde, là, les milieux humides un peu plus grands où il y a vraiment une présence d'eau, mais on sait que c'est toujours assez difficile d'aller chercher de l'information LIDAR dans ces cas-là. Et les ajustements de critères, là, j'en ai parlé tout à l'heure. Le deuxième axe de recherche sur la caractérisation des essences, c'est un projet à partir d'images hyperspectrales et du LIDAR. Ce projet-là, c'est un bel exemple de partenariat CGQ, CERFO
et aussi l'Université de Sherbrooke avec Richard Fournier. Donc, l'objectif, c'est de faire une identification semi-automatisée des essences sur un petit chantier au Témiscamingue, de développer aussi une méthode pour délimiter les groupes d'arbres de même essence sur le terrain. Donc, le CGQ s'est chargé de mettre en place le système d'acquisition des images. Il a monté un système à 3 capteurs, là, un capteur hyperspectral, le Pika 2, qui est à droite. Ici, on voit le spectre là, qui varie de 200 à 1000, environ 1000 nanomètres. Puis là-dedans, mais on a 80 bandes spectrales, ce qui est quand même assez intéressant. Puis, ce qu'on veut voir, dans le fond, c'est si, avec ces 80 bandes-là qui sont plus étroites, s'il y a de l'information supplémentaire qu'on peut aller chercher, qu'on ne retrouve pas dans les caméras standards utilisées pour les photographies aériennes, où il y a souvent 3 bandes assez larges, le rouge, vert, bleu, des fois le proche infrarouge, très large aussi, qui est souvent plusieurs dizaines de nanomètres, 50 ou 100, alors qu'ici, on va aller chercher des bandes très étroites là, de jusqu'à 6 nanomètres de large. Donc, le survol a été fait sur un chantier au Témiscamingue. À droite, là, on voit la mosaïque hyperspectrale, les lignes de vol, ce qu'on a obtenu. Les points jaunes ici, c'est des échantillons sur le terrain qu'on est allé collecter. Puis, donc, on a réussi à trouver 7 essences spécifiques, 3 dans le feuillu, le chêne rouge, bouleau jaune, érable à sucre, et 4 dans le résineux, le pin blanc, pin rouge, la pruche et le thuya. Donc, à partir de ces échantillons-là, on a analysé le spectre des images hyperspectrales. Puis ça nous a permis de voir s'il y avait des différences entre les essences. Puis ce qu'on a remarqué qui est assez frappant, c'est qu'il y en a, puis c'est même presque évident. Et c'est à partir de ces signatures spectrales-là qu'on va être capable de trouver des indices spectraux calculés à partir des bandes, des 80 bandes, où on peut réduire le nombre de bandes aussi. Et à partir de toutes ces informations-là, on va être capable de dissocier chacune des essences. Donc ici, c'est juste un exemple où on voit quatre essences différentes. Je vais aller un peu plus vite. Donc un exemple, une vue rapprochée de l'image hyperspectrale où on voit quand même, à cette échelle-là, on voit même les cimes qui sont, on est capable presque de les compter individuellement. Puis la première étape, c'est dans l'approche qu'on a utilisée, c'est de segmenter l'image, donc d'avoir des objets, des polygones qui représentent chacun de ces arbres-là. Et ensuite, ça va être d'assigner une classe d'essence à chaque polygone identifié. Donc, évidemment, ce projet-là n'est pas terminé, là, mais pour l'instant, ce que je peux montrer, c'est que la segmentation a été réalisée. Ça fonctionne bien, on est satisfait. On a des segments, des polygones presque à l'arbre près. Donc, c'est à partir de ça qu'avec les informations de l'hyperspectral et du LIDAR, qu'on utilise des indicateurs comme l'orientation, la pente. Donc, à partir de toute cette information-là, mais on a déjà ciblé qu'est-ce qu'on va utiliser pour dissocier chaque essence différente. Et ce qui est important aussi à mentionner, c'est que on privilégie une approche par clé dichotomique. Donc, on part d'en haut en dissociant les résineux, les feuillus, et ensuite, dans chaque groupe d'essences, on va aller identifier les 7 essences là, identifiées précédemment. Alors, la suite de ce projet-là, il y a un projet déposé pour ajouter un capteur thermique dans le système pour voir s'il y a une réponse thermique différente en fonction des essences. Aussi, faire un parallèle image hyperspectrale et image satellitaire pour voir s'il y a certaines informations qu'on peut récupérer, puis ça rendrait le produit beaucoup plus opérationnel, qu'on pourrait reproduire un peu n'importe où. Intégrer LIDAR à l'échelle des arbres aussi en fonction de la structure.
Donc, juste une diapo, là, brièvement, juste pour mentionner qu'il y a différentes sources de financement qui sont différentes de la recherche universitaire, mais complémentaires. Donc, en se mettant ensemble, je pense que c'est vraiment une solution gagnante où ça permet de bonifier les projets. Puis, c'est gagnant pour tout le monde. C'est des subventions autant fédérales que provinciales, où on peut accueillir aussi des étudiants de l'université. Dernière diapo, là, juste pour montrer les retombées du cégep. Évidemment, on est associé au cégep, on fait la recherche pour le cégep, et il y a des répercussions directement sur la formation. Donc, ce qu'on développe comme nouvelle connaissance, c'est montrer, c'est utilisé directement dans la formation des étudiants. Puis ça, c'est super intéressant parce que les futurs techniciens forestiers, par exemple, qui vont être diplômés dans 1 an ou 2, là, mais actuellement au Cégep de Sainte-Foy, ils vont être capables ils vont savoir c'est quoi le LIDAR, ils vont être capables d'utiliser des produits LIDAR. Donc, je pense que c'est un bel accomplissement de montrer c'est quoi la conclusion des CCTT. Et voilà. Merci.